France Info ment. France Info est un média voyou qui ment, qui cache aux Français la vérité sur ce qui se passe au Mali. France Info propage un narratif DGSE crypto-criminel, un narratif DGSE de protection des terroristes du Mali, terroristes recrutés par la France à partir de août 2011 sur la milice de protection de Kadhafi. Sarkozy et le général Puga, son chef d'état-major particulier, vont envoyer les terroristes. La France-Afrique, va offrir le prétendu Azawad aux criminels MNLA et en sardine. Là, j'ai France Info sous les yeux. Je lis. Il est vrai... Oh, le titre, le sous-titre, est camouflé pour la Russie, bien évidemment. Bon, je suis ni Poutine, ni Macron, ni Trump. Il est vrai que lorsque l'armée française est intervenue en 2013 pour chasser les djihadistes du nord du Mali, à la demande des autorités maliennes, elle a laissé les séparatistes Touaregs organiser une forme d'autonomie à Kidal, une enclave coupée du pouvoir central qui avait alors provoqué la colère du gouvernement malien, obsédé par Kidal et par les Touaregs, qui l'accusent de complicité avec les djihadistes. La quantité de bobards, de mensonges et d'incriminations diffamatoires est absolument ahurissante. Les djihadistes, à l'époque, c'est en sardine. Le chef Iyad Aghali va recevoir 20 ou 30 millions d'euros par Hollande pour pouvoir devenir le chef de AQMI. Actuellement, Jinim, c'est AQMI, Al-Qaïda. La France regarde Al-Qaïda faire alliance avec le FLA, ex-MNLA. Je vais venir dans une autre vidéo sur le porte-parole des terroristes en France. Impunément, un chef de terroriste allié avec Al-Qaïda. Je commente les séparatistes Touaregs. Ça, c'est MNLA. Mais Serval va faire élire député le coupeur de main. Celui qui coupait les mains à Kidal un an avant, Amada Agbibi. C'est ça qui s'est passé. Serval a protégé, a installé à Kidal le coupeur de main qui va être élu député RPM international socialiste. C'est un djihadiste qui va être député. Amada Agbibi. Est-ce que vous avez lu ça? Ce 3 mai, alors qu'on célébrait la liberté de la presse, le média français RFI a osé une insulte de trop. Selon eux, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont devenus, je cite, un goulag de l'information. Décryptons. Un goulag. On parle ici d'un camp de travail forcé, d'oppression totale. En clair, ils nous disent que dans l'AES, on ne réfléchit plus. On ne parle plus. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Faisons une brève analyse. La vérité, la voici. Ce que RFI appelle goulag, c'est simplement que ces pays ont décidé de fermer la porte à la désinformation et aux fake news. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont choisi la souveraineté. Ils ont dit non au plan machiavélique qui visait à piller nos sous-sols et à détruire le Sahel. Quelle riposte! Quand ils perdent le contrôle de nos ressources, ils sortent l'arme médiatique pour salir notre image, la ternir. C'est la guerre de l'influence, la guerre de l'information. Regardez bien, ils nous parlent de démocratie. Mais quand ça chauffe chez eux, vous voyez des images de chaos? Non! Ils cachent leurs propres failles pour nous verser de la poudre aux yeux. Leur secret, utiliser parfois nos propres frères pour nous diviser et détruire ce modèle d'indépendance que l'AES est en train de bâtir. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Ne vous détrompez pas, oui, vous. Ils ont un agenda caché. Mais l'Afrique de 2026 est réveillée. Chez For You Media Africa, par exemple, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes au front pour l'éveil des consciences. Protéger l'image de notre continent et défendre nos intérêts. C'est notre mission et nous n'y renoncerons jamais. Et vous, qu'en pensez-vous de cette attaque médiatique de RFI?
Répondez en commentaire et n'oubliez pas de liker nos plateformes digitales For You Media Africa. Solidarité Burkina Faso-Mali. TV5 interdit de diffusion au Burkina. Son Excellence capitaine Ibrahim Traoré dit clairement que nous ne tolérerons plus que des médias occidentaux ou alignés sur leur narratif viennent instrumentaliser nos crises sécuritaires pour servir des agendas géopolitiques. Interdit TV5 Monde n'est pas de la censure, c'est de la légitime défense informationnelle. TV5 n'a pas simplement mal rapporté les attentats du 25 avril 2026 au Mali. Elle a fait de la publicité pour le FLA, groupe terreau allié au JNIM. Cette entité fantôme que certains cercles tentent de maintenir en vie pour fragmenter et partitionner le Mali. Faire une interview à Kidal sans passer par les autorités maliennes légitimes, c'est une violation flagrante de souveraineté. C'est traiter les groupes armés ou les zones hors contrôle comme des entités politiques à part entière, exactement comme on l'a vu pendant des années avec RFI, France 24, BBC ou Jeune Afrique. Ils maintiennent un narratif qui légitime indirectement le chaos pour justifier une présence étrangère permanente. Quant à ces personnes qui rêvent d'une fracture au sein de l'AES, prenons encore de l'âge, car l'AES, c'est un pour tous et tous pour un. Quand un pays frère est attaqué par les terreaux et en même temps par la désinformation, les autres réagissent. C'est l'esprit de l'Alliance. TV5, c'est un outil doux de l'influence française et atlantiste au Sahel. Ils humanisent les terreaux même au Burkina et au Niger. Les mêmes médias qui criaient au terreau quand c'était commode minimisent ou contextualisent quand cela arrange les intérêts occidentaux. Force à l'AES. Le fait que la France demande à ses ressortissants de quitter le Mali, pas avant l'attaque, mais après l'attaque, c'est pour faire fuir leurs citoyens impliqués dans ce complot. Donc, on les fait passer comme des citoyens français qui veulent quitter un pays en danger. Deuxième objectif de ce soi-disant blocus, les terroristes avaient infiltré beaucoup d'éléments à Bamako, y compris des étrangers. Donc, tu as vu dans leur message annonçant le blocus, ils disent que personne n'entre à Bamako, mais ceux qui sont venus faire des commissions à Bamako peuvent en sortir. Ils voulaient ouvrir un couloir pour permettre à leurs éléments clés, encore à Bamako, de pouvoir sortir. Mais là encore, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, beaucoup de leaders ont été capturés, d'autres ont été exécutés à la sortie de Bamako, dont le fameux Abou Hanifa, qui contrôle la zone de Tombouctou et Diré. Et il était venu avec son unité à Bamako pour ça. Et lui et son unité ont été écrasés par l'armée à la sortie de Bamako vers Kassela. Ah oui, parce que j'ai suivi que le FLA et le JNIM ont perdu beaucoup de commandants. Eux-mêmes, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé eux-mêmes dans la soirée du 25 au 26. Et là, actuellement... Non, ce qu'ils ont annoncé, ça, c'était à Kidal. Et là, c'était une frappe de l'aviation malienne. Mais je parle de ce qui s'est passé à Bamako. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de blocus à Bamako. Tu es au Mali. Non, mais au même moment où on parle de blocus, l'armée convoyait 830 camions-citernes de la Côte d'Ivoire à Bamako, sans un seul incident signalé. Et pourtant, ils disent que rien n'entre, rien ne sort. Mais comment donc se fait-il que nous vendons des marchandises, il y a un corridor de transport qui est ouvert et les marchandises commerciales puissent entrer en sortir? Nous sommes en train d'affirmer et d'assumer notre souveraineté et nous sommes conscients du prix à payer. C'est pourquoi je vous permets d'écouter quelques fragments de l'intervention de Bassolman Bazé qui a dit des choses intéressantes, pas seulement pour le Burkina, mais pour l'ensemble des États du Sahel. Je vous en prie, on va écouter ça. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Mali. Mais on va aller encore plus en profondeur concernant le Mali, ne vous en faites pas. Ouais. On est fatigué de la condescendance, on est fatigué de l'arrogance. On a le président du Conseil en tête. Vous avez créé toutes les conditions pour que nos matériels pour défendre
et protéger nos populations ont été libérés. Et jusqu'à l'heure actuelle où nous prenons la parole, avec tout ce que nous avons traversé comme difficulté, nous n'avons pas entendu une seule seconde que le Togo a fermé ses frontières à ses frères. Justement pour emboîter le pas du président de la commission de la CEDEAO et du frère représentant spécial de l'Union africaine, que je salue fortement, leurs propos qu'ils viennent de tenir nous marquent, et c'est africain. Je pense que mon frère de la commission de la CEDEAO a même dit que cette rencontre s'inscrit dans une doctrine africaine, ancestrale. C'est très important. On va écouter, hein. En le disant ainsi, monsieur le ministre, le fait de libérer le matériel n'est pas fermer les frontières à vos frères, mais également cette instance qui se veut comme arme à palabre. Je me réfère à l'article 33 de la charte de Kouroukanfouga de 1236, qui institue ce arme à palabre. Et le fait que vous n'avez jamais trahi vos frères africains sont aussi inscrits à l'article 30 de la charte de Kouroukanfouga de 1236. Oui, tu as raison, mon frère, sur Facebook. Il appartiendra à nos autorités de décider si NCI peut être censuré au niveau de l'AES. Mais avant de censurer NCI, à ces idiots de NCI là, j'envoie ça qu'ils écoutent. Je suis pas leur camarade. Malheureusement, on s'est assis peut-être sur les mêmes bancs à l'université Félix Houphouët-Boigny, fut un temps de ma vie. Mais je crois que l'honnêteté, la probité, l'honneur fait défaut à ces idiots qui sont sur NCI. Ne t'en fais pas, on va en parler. D'accord? On va écouter ici. Et le fait, justement, que vous venez en aide à l'ensemble de vos frères africains, c'est aussi le contenu de la charte de Kouroukanfouga de 1236. On va écouter, hein. Donc, moi, je vous salue au nom des ancêtres. On a besoin d'écouter ça. Et justement, ceux qui parlent au nom des ancêtres africains, s'ils sont des Africains, bien sûr, ils doivent savoir qu'ils doivent avoir un comportement bien sain et correct. Parce que les ancêtres, eux, ils ne demandent pas à ce que vous venez vous expliquer ce que vous avez fait et puis repartir. Quand ils viennent, c'est pour vous appeler pour de bon. Donc, on a intérêt à bien se comporter. Et de ce point de vue, vous allez me permettre de saluer l'ensemble des peuples frères à travers le monde qui soutiennent le pays de l'AES. Et nous saluons fortement l'ensemble des gouvernements qui ont pris l'orientation de leur peuple, qui nous soutiennent et qui comprennent les pays de l'AES. Mais s'il y a des dirigeants qui n'ont pas encore changé leur casse-mémoire à comprendre que le monde va dans un sens bien déterminé qui n'est pas leur heure, ils ont intérêt à se réveiller très vite. De toute façon, nous avançons. Le combat qui est mené au niveau du Sahel n'est pas une aumône de souveraineté qui est demandée. Ok, écoutez bien, hein. C'est un combat de conquête pour notre souveraineté. Ok. Et de ce point de vue, mon propos s'articule autour de deux clichés à clarifier, parce que nous constatons qu'à travers les discours, et même les questions de droits humains qui sont évoquées, Écoutez bien. il y a des plans stratégiques d'assassinat de nos dirigeants qui sont en vue. Ok, je m'arrête là d'abord. Plan d'assassinat de nos dirigeants. Le monsieur, j'aurais pu dire que c'est un prophète. Basé, j'aurais pu dire que c'est un prophète. Mais il n'est pas prophète. Je ne suis pas prophète. Ce que nous faisons, c'est que Dieu nous a fait grâce d'une anticipation, d'une capacité d'anticipation qui peut-être va, il y a des, vous savez, l'intelligence selon les hommes est mesurée ou est déterminée par un certain nombre de coefficients. Votre coefficient peut être élevé que les autres, donc vous avez une capacité. Et si vous travaillez plus votre intellect, vous avez, et puis vous atteignez un certain pourcentage, parce que le pourcentage, chacun le fait. Il n'y a pas école pour ça. D'accord? Nous travaillons notre coefficient, nous travaillons notre capacité. Donc, ce qui fait que ce que nous disons, quand nous le disons, par la grâce de Dieu, ça arrive. C'est parce que nous avons travaillé notre coefficient intellectuel. Nous l'avons mis à un pourcentage plus élevé que la norme.
C'est-à-dire que ceux qui restent tous à un niveau, tout le monde, on attend qu'on nous donne pour accepter. Et nous refusons. Bazir refuse, je refuse. Goïta refuse, je refuse. Ibrahim refuse, je refuse. Tous ceux qui comprennent les choses comme nous n'acceptons pas. Si qu'on vient nous donner tout ça comme un plat préparé, il faut manger, nous refusons ça. Mais nous remettons en cause un certain nombre de questionnements qui nous permettent de faire des projections. Et ces projections, curieusement, s'avèrent justes. Le jour où il disait ça, personne ne pouvait imaginer que le ministre Sadio Kamara était celui dont Bazir parlait sans se rendre compte. Après ce qu'il a dit, Sadio Kamara a été assassiné. Il est mort comme un soldat en défendant sa femme et ses enfants et ses hommes qui étaient avec lui. Mais la charge explosive était telle que même s'il s'en sortait, peut-être qu'il ne serait même pas un homme normal. Et Dieu a fait son travail, il a préféré le rappeler auprès de lui. Mais ceux qui ont fait ça, ils ont appelé ça assaut final. Alors, si l'assaut final n'a pas eu lieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez échoué tout. Attendez, à moins de 72 heures, on a tué plus de 2000 personnes et le chiffre qui nous a été donné était 12 000 personnes. Je ne parle pas de ceux qui ont été arrêtés. Je ne parle pas de ceux qui ont déposé les armes et ont fui. Ils sont allés, on ne sait même pas où, dans quelle partie de la brousse ils sont. Mais quand Bazir parlait de plan d'assassinat de nos dirigeants, Sadio était un dirigeant, Sadio était un leader, Sadio était ministre d'État. Au plan protocolaire, après le premier ministre, c'est lui. Donc c'est un dirigeant. Est-ce que ce que le Bazir a dit à Lomé, au Togo, est-ce que ça ne s'est pas vérifié aujourd'hui au Mali? Alors, quand les idiots ne réfléchissent pas, les ratés de MCI ne réfléchissent pas, ces bâtards et ces dévergondés, ces Daniels ne réfléchissent pas, et puis bien vous croyez que vous êtes à la hauteur? Vous pensez honnêtement que vous êtes à la hauteur? Vous pouvez être à la hauteur? Donc, quand j'ai vu mon jeune frère, Nyang, j'ai dit, d'accord, je vois ce qu'il va dire là-bas. Mais Nyang a été d'une, je ne sais pas comment vous dire ça. Dites de ma part à Nyang, merci. Je n'ai pas peur pour supporter ça, mais lui, il est fort. Nyang a fait un travail extraordinaire. Nyang a démonté ces petits minables de journalistes sur le plateau. Nyang a fait, à tel point, vous savez, quand vous animez ces genres d'émissions, vous avez des oreillettes. Les oreillettes, oh là là, j'ai mes oreillettes ici, Gausso a mis, il aime trop utiliser les trucs. Il y a les oreillettes, vous mettez, et puis, on vous parle en même temps. Quand Nyang a commencé à frapper, quand Nyang a commencé à nettoyer, quand Nyang a commencé à faire ça, tous ceux qui ont parlé dans l'oreillette, et il a coupé Nyang. Il n'a même pas laissé Nyang terminer. Parce que dans les oreillettes, là, on lui a dit, il faut arrêter. Celui que tu as invité, là, c'est pas notre camarade. Il est en train de nous détruire. Et là, c'est pas bon. Et tous les Ivoiriens qui ont pu écouter notre jeune frère Nyang se sont rendus compte que on ne fait que mentir aux Ivoiriens et manipuler les Ivoiriens. Merci à Nyang parce qu'il a fait un travail extraordinaire sans s'en rendre compte. On lui a arraché le micro avant son temps d'antenne, avant qu'il ne finisse. Mais cela dit long puisque j'ai été directeur de programme, j'ai été directeur de publication, j'ai été directeur de radio, donc je sais ce que c'est arracher le micro quand vous parlez, je sais ce que c'est parce que vous êtes en train d'aller sur une zone de turbulence. Et Nyang a fait un travail extraordinaire sur... Quand de plans stratégiques d'assassinat des dirigeants, il faut que mes propos soient précis afin qu'on puisse comprendre. D'un moment où on parle de démocratie, il faut que les pays de l'AES retournent à la démocratie. Il faut qu'ils retournent à des élections. Nous parlons de quelle démocratie? Le point d'interrogation mérite d'être posé dans la mesure où... Là, maintenant, c'est Keïta qui parle. Vous entendez la voix des
Bassolma. Mais ce n'est pas Bassolma qui parle. C'est l'esprit de Keïta qui parle à travers la bouche de Bassolma. Maintenant, il faut bien écouter. Depuis les années 1960 à 2022, si je prends le cas du Burkina Faso, nous avons été dirigés par des démocrates implantés, installés, par des gens assis de l'autre côté des océans. Quel est l'impact sur le terrain? Je prends quelques exemples. De 2022, ça dit de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Quand on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire, malgré que nous sommes en crise, en guerre, comme nos autres pays frères, le Niger et le Mali, une décision a été prise. Quand vous avez des problèmes de rein, pour aller te soigner, il fallait déposer une caution de 500 000. Le chef de l'État a pris un texte, cette caution de 500 000 a été annulée. C'est pas un droit humain, pour la défense des droits humains. Deuxième exemple, au niveau de l'approche communautaire, dans une période de crise, on a payé 15 cliniques mobiles pour l'ensemble des régions de notre pays. Les populations ne se déplacent plus pour venir à Ouagadougou à propos de la pour se soigner. Dans chaque région, il y a une clinique entièrement équipée sur place. Il n'y a plus de défense de droits humains que ça. Troisième exemple que je prends, au niveau de l'assurance maladie universelle, permettant aux populations, y compris le secteur informel, de cotiser 4 000 francs par an. Et quelle que soit la formation sanitaire que vous vous présentez, vous êtes pris en charge. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à 2022, c'était pas fait. Autre exemple que je prends, quand nous prenons les scanners, vous faites un accident tout de suite, vous partez à l'hôpital, vous pouvez mourir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction. Ok, merci beaucoup. La liste est longue. Vous pouvez aller consulter ce qu'il a dit au Togo. Parce que vous comprenez pourquoi j'ai dit cette affaire de démocratie, ça ne nous intéresse pas, on n'en a pas besoin. Et Dieu merci, je n'ai pas besoin d'être invité au Togo. Faites-moi confiance. Vous allez voir plein de gens qui vont participer à des panels, qui vont participer à des rencontres internationales. Et vous allez vous poser la question, pourquoi Keïta n'est jamais là? Ne vous en faites pas, parce que l'esprit de Keïta parlera toujours, même si Keïta n'est pas là-bas. Ça, c'est la force qu'il a avec Dieu. Quelqu'un parlera toujours. Si comme c'est Keïta lui-même qui était là. Quelqu'un défendra les idéaux que défend Keïta partout où besoin se fera sentir. Et ça, c'est la preuve qui est là. Maintenant, on revient au Mali. Le président Goïta a été suffisamment clair. On peut lui faire croire que l'Algérie n'a rien à voir dedans. Ça, c'est la position du gouvernement algérien, mais c'est faux. On peut nous faire croire que la Mauritanie, mais c'est faux. La France a une implication. Rappelez-vous toujours, il n'y a pas trop longtemps, avant le 25, j'ai fait un direct où je vous ai dit, n'oubliez pas ce que le général Lecointe a dit. Un jour ou l'autre, il va falloir retourner en Afrique. Aujourd'hui, nous voyons les limites de l'Europe. Maintenant, les attaques, les hydrocarbures. Les hydrocarbures, quand vous regardez, voilà pourquoi j'ai dit au président Goïta, et je répète, je réitère encore ce que j'ai dit au président Goïta. Je vais revenir sur NCI, ne vous précipitez pas. Je vais revenir sur NCI. Je sais que les petites batailles des journalistes les sont là. Ali, tu es là, non? Ali Diarasouma, je te vois, tu es là. Merci, il faut bien t'asseoir. Il n'a beaucoup fallu être ta gueule pourrie là. Quand j'ai fini d'être, tu vas voir. Écoutez bien ceci. Les attaques sur nos citernes. Il faut perturber la distribution des hydrocarbures. La perturbation aura différentes ramifications. La population va s'énerver. C'est pourquoi
Je voudrais demander à ceux qui ont les radios au Mali où on parle Bambara. Moi, affaire de Bambara, je ne suis pas dedans. Prenez mes interventions et faites les traductions pour nos parents, pour qu'ils comprennent bien ce que je dis. Parce que je vise un public beaucoup plus large que le public qui parle le Bambara. Le Bambara, ce n'est que pour le Mali. Et nous avons des gens qui sont tapis à l'extérieur qui s'attaquent au Mali. Il faut qu'ils comprennent que nous savons ce qu'il faut. En parlant Bambara, je ne les touche pas. Donc c'est fait à dessein et de façon volontaire. Je ne parlerai pas à Bambara. Parce que je veux que les idiots de la DGSE comprennent ce que je dis. Les bâtards de la DGSE, je veux qu'ils comprennent ce que je dis. Les enfants de capote ont percé, les Sourourbadés de la DGSE, les Daniels de la DGSE, je veux qu'ils comprennent ce que je dis. Le président PD, le président malade, bâtard de Emmanuel Macron, je veux qu'ils comprennent ce que je dis. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je mets ma confiance à Allah. S'il a dit que je dois mourir, une seconde ne sera pas ajoutée sur ma vie sur la terre des hommes. À la seconde près où l'Éternel a décidé, je partirai, selon les conditions qu'il aura déterminées lui-même. Personne. Ma vie n'appartient à personne, sauf à Allah. Ce que je dis, je voudrais que ce soit bien clair. Quand vous avez perturbé la distribution des hydrocarbures, il y a deux messages qui étaient dedans. Créer la panique au sein de la population et infiltrer vos hommes. Et vous l'avez bien fait, vous l'avez réussi, vos hommes sont entrés. Mais combien de vos hommes entrés sont ressortis de Bamako? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Donc, la perturbation de la distribution des hydrocarbures en attaquant les camions citernes, c'était en préparation par rapport au 25 avril 2026. Dieu merci, les Maliens ont compris, mais des petits Maliens n'ont pas compris. Ceux que nous vendaient les 20 litres à 30 000, à 40 000, à 50 000. J'espère et je prie Dieu que dans votre sommeil, Dieu vous envoie un rêve ou un songe pour vous dire que vous allez brûler en enfer. Parce qu'il y a une situation d'hydrocarbures. J'ai payé combien de fois les hydrocarbures? 20 litres à 35 000, 30 000, 32 500. Quand c'était moins cher, c'était 30 000. Mais alors qu'on ne savait pas parce que on voulait tout de suite gérer une situation. Mais on ne savait pas que la distribution était faite à dessein dans l'intention d'infiltrer des hommes dans le pays. Je fais cette intervention de façon volontaire pour que le renseignement prenne compte de ce que je dis. Très peu ont vu ce que je suis en train de dire. Comme je l'ai dit, personne au monde sur la terre des hommes, à l'exception de Cheikh Oumar Keïta, personne au monde ne vous dit ce que je suis en train de dire. Personne ne l'a fait, personne ne peut le faire parce que ce n'est pas une source, c'est Allah qui met dedans et je donne. Donc, la perturbation de la distribution des hydrocarbures a été faite à dessein. Une dernière fois. Ça a été fait à dessein. Deux objectifs. Créer la distraction, la diversion, la panique au sein de la population et pendant ce temps, faire entrer les terreaux doucement dans la capitale Bamako. Voilà l'objectif. Ça a été planifié à long terme, mais les petits bâtards du MNLA, ou bien de toutes les merdes qui se donnent les noms, ne connaissent pas ça. Il a fallu les éléments de la DGSE, du SBU, de la CIA. Oui, la CIA est dedans. Si vous pensez que la CIA n'est pas dans ce qui se passe au Mali, vous vous trompez. J'accuse directement la CIA dedans, parce que je connais le mode opératoire de la CIA. La CIA est impliquée, est directement dedans. La CIA a une philosophie. On est toujours du côté de ceux qui gagnent. Voilà la philosophie de la CIA. C'est pourquoi je répète au président Goïta de fermer toutes les portes en termes de surveillance, en termes de drones, en termes de collaboration avec les États-Unis. Ça ne marchera pas parce qu'on a notre partenaire russe qui est là. Et les Américains ne vont pas là où il y a la Russie.
Ils vont dire oui. Aujourd'hui, si l'État du Mali dit oui, demain, ils vont demander à l'État du Mali de rompre toute coopération à la Russie pour qu'ils viennent s'installer. Voilà ce qu'ils vont dire demain. Monsieur le président Goïta, est-ce que vous allez accepter ça? Non. Donc, cela n'arrivera pas. Donc, la CIA est impliquée dans la mort de Sadio Kamara. La DGSE est impliquée dans la mort de Sadio Kamara. La Mauritanie et l'Algérie sont impliqués directement dans la mort de Sadio Kamara. Mais c'est pas grave. On est des êtres humains, on va mourir un jour ou l'autre. On a foi en Dieu, on sait que notre vie appartient à Dieu. À tout moment, il peut nous interpeller selon sa volonté et nous irons répondre à son appel. Maintenant, ce que je dis, ça c'est un. Deuxièmement, les Maliens qui sont assis en Côte d'Ivoire, dangadé que vous êtes, bâtard que vous êtes, mal élevé que vous êtes, raté que vous êtes, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Je m'en fous. Priez Dieu que vos familles ne payent pas pour ce que vous faites. Priez Dieu que vos familles ne soient pas impliquées dans ce que vous faites. Parce que vous n'avez même pas eu l'idée de ce qui se passe. Vous croyez que vous connaissez, vous ne connaissez rien. À te fouiller donc. Vous êtes tous des égarés, des pervers et des perdus. À te fouiller là-bas. Vous croyez que vous connaissez? J'ai vous êtes au courant de rien. Vous êtes manipulé. À te fouiller donc. Vous êtes manipulé. J'ai pas fini, je reviens. Donc, vous nous attaquez, vous attaquez notre distribution d'hydrocarbures, pour perdre l'élément. Vous l'avez réussi, Dieu merci. On était là, on a veillé au grain. Maintenant, le reste c'est quoi? Le reste, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Maintenant, vous les Ivoiriens, attendez, je vois, je n'ai même pas, attendez. Bon, les Russes ont produit des vidéos. Permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est bizarre, aujourd'hui, là, je suis tellement énervé que je suis beau. Les Russes ont publié une intervention. Je sais pas, je vais voir si je peux vous montrer. Je vais voir si je peux vous montrer. Je vais voir. Donne-moi une seconde. Je vais vous montrer ce que les Russes ont publié. Alors, les Russes. Alors, on va regarder ensemble. Particulièrement dans le centre et le nord du pays, le conflit entre terroristes et forces régulières se joue aussi sur le terrain de l'information. Le ministère russe de la Défense a diffusé ces images présentées comme des opérations contre des groupes armés Touareg après le retrait de l'unité paramilitaire Africa Corps de la ville de Kidal. Les affrontements se poursuivraient dans plusieurs zones du nord. Des groupes armés affirment chercher à prendre le contrôle de villes stratégiques comme Gao, Tombouctou et Ménaka. De leur côté, les autorités... Alors, vous voyez, attendez, hein. Ah, vous voyez ça? Vous voyez la voiture 4x4 là, c'est bossé. Alors, le partenariat, c'est cela. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'essence de ce partenariat avec la Russie. C'est-à-dire la Russie est surtout intéressée par la zone des 3 frontières qui lui donne une facilité d'agir en Europe. Toutes les capitales européennes sont à portée de main de Moscou à partir de la zone des 3 frontières. Mais Keïta, pourquoi ils ne peuvent pas faire ça chez eux? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça à partir de l'Alaska? Vous savez, dans la communication, ou du moins dans le système de gestion, dans la stratégie militaire, ils ont leur raison que nous, on ignore beaucoup souvent. Pourquoi ne pas collaborer avec l'Europe? Dans tous les cas, ça nous arrange parce que ça permet d'arrêter le mensonge. Vous savez, Ivoirien, je vais vous dire une chose, maintenant ça ouvre la parenthèse pour entrer dans cette histoire de NCI. NCI appartient à Domenico Ouattara, la femme d'Alassane Ouattara.
Le fils de Dominique est le propriétaire de NCI. Ou Ali Diarasouba, qui était journaliste à la RTI, a été recruté au sein de NCI. Il n'est pas le seul. Alors, ce qui m'a fait plus mal par rapport à cette affaire de NCI, ce n'est pas tant, excusez-moi, ce n'est pas tant ce que nous, dans un second, je vais vous montrer une image qui m'a blessé. Une image de ce, attends, dans un second. Alors, Abdou Niang est passé. Il a parlé, il a fait une intervention. Je crois c'est... Par exemple, la région des Grands Lacs, lorsqu'on prend le bassin du lac Tchad, un peu vers l'Afrique australe avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans le Cabo Delgado, mais aujourd'hui dans le Sahel, on se rend compte que l'Afrique même, en général, de manière globale, est aujourd'hui ébranlée et fait face à côté de ces défis de développement, aux défis de paix et de sécurité. La situation malienne, elle est inédite, elle est vraiment triste dans la mesure où ce n'était pas une situation, ce n'était pas un événement auquel on aurait pu s'attendre. Écoutez ça. Est-ce que le gouvernement, selon vos informations de journalistes proches du régime en place, est-ce que le gouvernement a été associé aux négociations du départ d'Africa Corps? Alors, vous voyez déjà, je vais vous ramener en arrière. Vous voulez regarder l'image? Attendez, d'accord, je vais vous montrer l'image. Dans un second, je vais vous montrer l'image. Alors, je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que vous reconnaissez ce studio de journaliste là, non? Oh là là, Facebook, on voit plus. Mais YouTube, vous voyez, non? L'idiot qui est là, cette merde là qui est là, qui dit qu'il est journaliste. Alors, je ramène en arrière que vous allez écouter. C'est honteux et c'est scandaleux. Quand on prétend être journaliste et puis on n'est pas à la hauteur, c'est honteux et c'est scandaleux. Un journaliste ne devrait pas poser ce genre de questions. Vous pouvez poser ces questions-là pour faire plaisir au régime d'Abidjan. Vous voyez à moitié, Facebook et YouTube, vous voyez à moitié, ok. Oh là là, je sais pas trop, permettez-moi, hein, les gens de YouTube là, ils disent qu'ils voient pas bien. Voilà. C'est bon maintenant? YouTube, vous voyez maintenant? Maintenant, vous voyez correctement. C'est plus de moitié là, vous voyez. Facebook, vous voyez, YouTube, vous voyez. Voilà l'idiot qui est là. Vous le connaissez bien, c'est un journaliste en Côte d'Ivoire. Il est la honte et la déchéance morale en termes de probité et d'honnêteté. Et ce qui me gêne un peu, c'est ces petits idiots qui passent sur cette chaîne de merde. Moi, je dis toujours, sans me vanter, et que, alhamdulillah, toute la gloire revienne à Allah. Moi, je dis, vous ne pouvez pas me payer. Voilà, billah, vous ne pouvez pas me payer. Parce que moi, ce qui me concerne, au minimum par mois, je dis bien au minimum par mois, et Dieu sait, au minimum, c'est 2 millions que je dépense par mois, au minimum pour ma famille. Alors, vous allez me payer combien? Les habits, même aujourd'hui, j'ai reçu un lot d'habits. Il y a un autre lot qui arrive prochainement. Vous ne pouvez pas me payer. C'est Allah qui me donne. Je dis au minimum par mois. Je dis bien au minimum, wallah, billahi, au minimum par mois, je dépense 2 millions pour ma famille, pour le bien-être de ma famille. Ça, c'est le minimum. Je ne dis pas c'est ce que je gagne, je dis c'est ce que je dépense. C'est pas la même chose, ne mélangez pas. Ouais, il gagne 2 millions, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis ce que je dépense au minimum. Je dis même pas. J'ai dit au minimum, si je n'ai rien dépensé, c'est 2 millions. Alors, moi, je sais pas. Des idiots comme ça, quand ils parlent, vous savez quoi? Mais soyez honnêtes quand vous parlez. Les idiots qui sont au pouvoir là, ils sont pas éternels. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais dites la vérité. Et si vous pensez que votre travail ne vous permet pas de dire la vérité, ayez le courage de démissionner un jour. Dieu vous donnera un travail plus important que celui que vous avez quitté. Je vous fais une confidence. Aux États-Unis, j'étais mieux que quelqu'un, mais je quittais puis je priais Dieu, donne-moi un autre boulot. J'ai appris à démissionner.
Apprenez à démissionner un jour. Apprenez à dire non et démissionner. C'est important. Personne sur la terre des hommes ne peut me payer à part Allah. Parce que je connais mes besoins, je connais les besoins de ma famille. C'est pas une façon de me vanter, mais c'est une réalité simple. Alors, Abdul, ok, on va écouter Abdul Niang, on va écouter. Comme on a appris qu'il y a eu une négociation. Donc, c'était pas prudent pour l'expert de venir sur le plateau. Alors, on va reformer. Ok. Vous avez vu comment Abdul Niang a piégé le gars? Vous avez vu comment Abdul Niang a piégé? Ou vous avez eu l'information qu'il y a eu une négociation? Voilà. C'est-à-dire que soyez intelligents, ne faites pas, attendez, vous pensez que Ouattara va mourir peut-être dans quelques mois, c'est tellement. Je lui donne pas 2-3 ans de plus. Ça peut arriver, mais ça m'étonnerait. Vraiment, lui, il est déjà malade. Mais tout ce mensonge que vous faites là, mais les Ivoiriens vont vous juger dans votre quartier. Moi, quand je sors dans mon quartier, je suis respecté. Je suis honoré parce que je suis un homme de parole. On me respecte parce que je tiens ma parole. Mais quand un idiot comme ça, avec des costumes de merde qu'il porte, qui ne valent même pas ma paire de chaussures, il vient et puis il dit l'État malien a négocié. De quelle négociation tu parles? Quand tu es journaliste, un idiot comme celui-là, tu parles, tu sors la preuve de la négociation. Quelle preuve il a? Zéro. Quelle information? C'est ce que Téné vraiment veut entendre. Parce que l'idiot veut tellement le pouvoir qu'il est prêt à ce qu'on dise n'importe quoi sur l'AES. Mais le Mali, je le répète, j'insiste, je persiste. Je ne suis pas Alpha Blondy, ce bidable-là qui se dédie. Non. Je dis, j'insiste, je persiste et je signe. Jusqu'à la fin des temps, le Mali ne tombera pas. Le Mali n'appartiendra plus jamais ni à la France, ni à une puissance soit dite occidentale. Je répète, je dis, j'insiste, je persiste et je signe. Le Mali ne tombera jamais. Ni pour la France, ni pour les idiots qui sont. Vous avez deux idiots malades qui sont à la tête de votre pays. Un qui va mourir bientôt et l'autre mort qui prend le pouvoir qui ne fera même pas, même peut-être un va mourir. Vous avez deux idiots, Ouattara et son fils d'adultère qui sont tous les deux malades de cancer. Il n'y a mogonté, tu n'as pas fini avec sa petite bâtard à la tête des journalistes et c'est toi qui as la grande gueule sale qui a vous parlé du Mali. Tu connais le Mali mieux que moi. Écoutons. Pardon, excusez-moi. C'était pas prudent pour un expert de venir sur le plateau raconter cela sans consulter la page officielle de Africaport qui a publié. Ok, vous avez entendu? Ça, c'est Abdul Niang qui ramène l'idiot, le journaliste à l'ordre. Ça, c'est Abdul Niang qui lui dit, hey, arrêtez, oh. Toi, tu te dis, tu es expert. Tu te dis, tu es journaliste. Comment un journaliste peut venir sur le plateau de télé et dire quelque chose qui n'est pas vérifiable? Dire quelque chose qui n'est pas soutenu par des documents. Un journaliste, moi, c'est pourquoi je vous dis toujours, je ne suis pas journaliste. Donc, je suis dédouané de tout ça. Moi, je ne suis pas journaliste. Abdul Niang dit, attention, toi, tu es journaliste, mais comment tu peux dire ça? Un journaliste, ce sont les faits. Un journaliste, ce sont les preuves. Un journaliste, ce sont les informations crédibles. Donc, voilà des idiots qui sont à la tête de l'État, qui sont à la tête de ces, soi-disant, enfin, tous les Gambrons, fallait que vous connaissez. Voilà. Et vous attaquez Keïta, là. Je vous en prie. Allez chercher au loin, je ne suis pas votre camarade. Voilà les idiots. Ils pensent qu'il est tellement instruit. Ils pensent qu'il est tellement à la hauteur. Ils pensent qu'il connaît tellement. Il peut induire Abdul Niang à l'erreur. Abdul Niang souvent m'appelle et dit, ah, Koro, toi, tu es grave, on ne peut pas t'arriver à la chimie. Il dit, ah, Abdul utilise, il dit, ah, grand frère, toi, tu es grave. Et c'est un Gamronté. Si vous êtes incapable de mettre Abdul Niang, c'est moi, vous pouvez. C'est pas vrai. Ok, on va laisser Abdul Niang parler. D'accord? On va laisser Niang parler. Ok, on y va. De ces interventions en direct. Vous avez vu
combien de terroristes ils ont abattu et combien de véhicules ils ont détruit, dont des véhicules blindés. Bon, Abdelnia, on va reformuler. Permettez de reformuler. C'est important, on ne va pas passer sur le sujet. Est-ce que Africa Corps aujourd'hui est vraiment parti du Mali? Est-ce qu'ils ont quitté Kidal? Il faut demander la preuve à ceux qui tiennent ce discours. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire et sur le terrain, la réalité est tout autre. Je vous ai dit que la guerre... Les Ivoiriens disent que Africa Corps est parti. C'est le petit bâtard des journalistes là qui dit ça. Permettez-moi une minute. Permettez-moi. On dit qu'ils sont partis là. Permettez-moi s'il vous plaît. On dit Africa Corps est parti. Ok. Permettez-moi. Ok. Maintenant, je vous ramène ici. Et Allah. À cette situation de crise, la Russie réaffirme son engagement aux côtés du Mali. Son ambassadeur au Mali l'a dit ce matin au président de la transition au cours de l'audience que le président de la transition lui a accordé. Igor Gromyko a souligné une relation de partenariat appelée à se renforcer. Écoutons plutôt l'ambassadeur de la Fédération de Russie au micro de Garibou Pérou et de Tchadja Moussa Kamara. Écoutez. Je l'ai dit, les de la Russie et le Mali sont liés par de bonnes relations de partenariat. Nous avons entretenu de bonnes discussions avec son Excellence Monsieur le Président de la Transition et nous avons entretenu avec lui sur la situation actuelle. Et on a discuté bien ici les attaques du terrorisme au Mali. En ma qualité comme je suis l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la Fédération de Russie en République du Mali, je suis participé avec les représentants des forces armées de la Fédération de Russie. Alors, c'est de cela que le soi-disant journaliste discutait avec Abdul Niang. Ça, c'est un. Moi, je pense même que la réponse d'Abdul Niang aurait été pas nécessairement, permettez-moi une minute, pas nécessairement que la Fédération de Russie, moi, ce qui me concerne, hein, permettez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais revenir sur ça. C'est-à-dire que si c'était moi à qui on posait cette question, la question ne serait pas de chercher à savoir si il y a eu, oui ou non, un départ négocié des Russes. La question, moi j'allais dire tout simplement, depuis quand nous on vous a dit que notre sécurité, c'est la Russie qui gère la sécurité pour nous. Le Mali, c'est 1,2 million et quelques mille kilomètres carrés. Et les Russes, je crois, ils sont à Ménéka. Ménéka ne vaut même pas 100 000 kilomètres carrés ou 30 000 kilomètres carrés. Sur une superficie de plus d'1 million. C'est-à-dire que Ménéka n'est même pas 1/10 du territoire malien. Alors, pourquoi vous voulez lier la sécurité du Mali à Ménéka? Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le Mali, les soldats maliens qui tombent tous les jours au front ou qui se battent, qui sont blessés dans les hôpitaux, c'est pas des Russes. On veut amener les gens à croire que le Mali n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité, à tel point que le Mali doit négocier sa sécurité avec un tiers État. Et c'est ça, moi, ce qui me concerne, pardon, c'est ce qui me gêne beaucoup. Alors, il y a un élément que j'aurais souhaité peut-être... il y a un petit Ivoirien qui a tellement parlé, qui a dit tellement de bêtises. Alors, permettez-moi, je vais rapidement revenir ici. Je pense que je pourrais retrouver, voilà. Donne-moi une seconde sur Facebook et puis YouTube, là, je fais tout pour amener l'image du petit. Parce que je l'ai écouté quelques instants avant que je le fasse mon direct. Je l'ai bien écouté. Permettez-moi, hein, je vais remonter rapidement pour qu'on puisse écouter ce petit-là. Ok, voilà, je crois qu'on est presque arrivé.
Dans une seconde, hein. Je suis pas trop loin, on est presque arrivé. Dans une seconde, s'il vous plaît, on n'est pas loin. Je crois que ça doit être là. Oh là là, j'ai dû perdre ça. Dans une seconde. Il y a deux petits, il y avait le